la Russie a-t-elle frappé discrètement un pays membre de l'OTAN sur son sol? On connaissait pendant la guerre l'affaire des parapluies bulgares. Eh bien, voici l'affaire de l'usine pendant la guerre froide. Eh bien, voici l'affaire de l'usine bulgare. Parce qu'on a appris il y a peu qu'une usine d'armes, une usine d'armement destinée à l'Ukraine avait explosé. Or, on en parle peu, mais la Bulgarie, c'est un fournisseur très important de l'armée ukrainienne, et qui le fait de façon assez discrète, parce que pendant longtemps, ça a transité par la Pologne, ça n'était pas directement des ventes de Sofia vers Kiev. Et regardez d'ailleurs, il y a quelques jours, cette visite de Volodymyr Zelensky à Sofia, en Bulgarie, où il a été reçu bien sûr au plus haut niveau, témoigne de l'importance qu'a la Bulgarie dans ce dispositif de soutien militaire à Kiev. Eh bien, c'est dans ce contexte donc, qu'on apprend l'explosion d'une usine d'armement bulgare sur le sol bulgare. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé? D'abord, quelle est cette usine? Eh bien, c'est l'usine EMCO, l'une des fabriques d'armement de Bulgarie. Et plus précisément, un entrepôt situé ici à Karnobat. Nous sommes à 320 km de la frontière sud de l'Ukraine et à environ 600 km du front. Que produit EMCO? Des bombes, des roquettes, des grenades, des mortiers, des munitions pour chars ou encore des systèmes d'artillerie avec leurs obus. Des obus adaptés aux armes soviétiques et à certaines armes occidentales que les Ukrainiens utilisent. Voilà pourquoi on en parle peu, mais grâce notamment à EMCO, la Bulgarie est l'un des pays qui livre le plus d'armes à Kiev, 2,6 milliards d'euros depuis le début de l'invasion il y a 1 an et demi. Dans les premiers jours de la guerre, la Bulgarie aurait même fourni jusqu'à un tiers des munitions nécessaires à Kiev. Autrement dit, oui David, ce sont des usines et des sites stratégiques pour Kiev dans cette guerre. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, il est minuit 40 ce soir-là. Soudain, regardez dans la nuit noire, cette très intense lueur au loin, c'est une immense explosion. Elle dure de longues minutes, sans doute parce qu'il y a en fait plusieurs répliques provoquées par les munitions. Dans les villes voisines de l'entrepôt concerné, le ciel devient même rouge à cause de l'incendie qui est provoqué. Et au petit matin, les témoins et les employés indiquent que tout ou quasiment tout a été détruit. Pourquoi la thèse de l'accident est-elle a priori écartée? Eh bien, ce sont les responsables de l'usine qui parlent de sabotage. D'après eux, aucune des munitions stockées dans l'entrepôt ne pouvait s'enflammer spontanément. La piste qui est privilégiée, ce n'est donc pas celle d'un bombardement, il aurait laissé des traces, c'est bien celle d'un incendie volontaire. Pourquoi ? Par qui? Eh bien, les regards se tournent naturellement vers Moscou, ceux des observateurs, de la presse, des responsables de l'usine et même du gouvernement bulgare, en particulier le ministre de l'économie qui en parle explicitement. Et de fait, l'hypothèse est plus que crédible. D'abord parce que l'incendie survient quelques jours après que le gouvernement bulgare a annoncé sa volonté de rejoindre le projet de l'Agence européenne de défense, projet qui prévoit une commande d'1 million de munitions et d'obus à l'Ukraine. Ensuite, parce que ce n'est pas la première fois que ce même entrepôt est incendié. C'était déjà arrivé il y a 1 an, le 31 juillet dernier. À l'époque, le procureur bulgare à qui avait été confiée l'enquête soupçonnait déjà la Russie. Mais celui qui pointe le plus directement le doigt vers Moscou, c'est le propriétaire de l'usine, Emilian Gebrev, 68 ans, l'un des plus célèbres fabricants et négociants d'armes de Bulgarie. Lui rappelle que d'autres usines de sa société ont déjà été attaquées ces 10 dernières années, alors que son entreprise livrait déjà des armes à l'Ukraine pour la guerre dans le Donbass déclenchée en 2014. Plus troublant encore, Emilian Gebrev a lui-même fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement au Novichok. Le Novichok, vous le savez, c'est le poison que les services secrets russes utilisent pour éliminer, entre guillemets, les ennemis de Moscou. Le procureur bulgare avait d'ailleurs accusé des agents du renseignement militaire russe, ceux-là même qui avaient été désignés coupables de l'empoisonnement de Sergei Skripal, l'ancien agent double russe réfugié au Royaume-Uni. Merci Fanny. Je peux vous dire un mot? Vous pouvez. Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de Fanny. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'elle est avec nous. Et je voulais simplement vous dire merci pour votre enthousiasme, David. Merci à vous. pour votre rigueur et votre implication. Merci beaucoup Fanny pour Merci, ce que vous merci. nous avez apporté. Et longue route, on ne doute pas que vous connaîtrez un parcours passionnant. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci.
Cette affaire vous semble-t-elle signée? Cette affaire vous semble-t-elle signée? Et j'allais dire, vous semble-t-elle grave? C'est-à-dire la Bulgarie, c'est un pays membre de l'OTAN. Une usine détruite sur son sol qui livrait des armes à l'Ukraine. Frédéric. Alors oui et oui. Grave oui, signé oui. D'abord parce que les services de renseignement russes, et en tout cas Vladimir Poutine, dont on rappellera jamais suffisamment qu'il a passé plusieurs décennies au sein et à un niveau très élevé de l'un des principaux services de renseignement du monde, s'est complètement planté il y a 16 mois, 17 mois, 18 mois sur les principaux acteurs de son écosystème. C'est vrai sur la conscience nationale ukrainienne, c'est vrai sur les Européens, sans doute sur Joe Biden, sur la Chine. Ça ne veut pas dire que les services de renseignement russes sont devenus tout à fait ridicules, sont devenus inopérants. Alors ça, c'est le premier point. On peut se tromper en termes d'interprétation. On peut très bien conserver à la fois des techniques, des armes, des réseaux dans différents pays et s'en servir au moment M. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est grave parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, la Bulgarie est un État de l'OTAN. Alors ça ne signifie pas que la Bulgarie va demander aux autres membres de l'OTAN, dans le cadre de l'article numéro 5, le fameux mousquetaire, d'aller attaquer la Russie. D'abord parce que c'est pas signé officiellement, par définition. Ensuite parce qu'on n'a pas affaire à une agression officielle en quelque sorte. Mais effectivement, c'est problématique. C'est-à-dire que si c'était réellement les services russes qui avaient la capacité de frapper une usine éminemment stratégique au sein d'un pays de l'OTAN, fût-ce l'un des plus modestes, la Bulgarie, ça signifierait quelque chose d'effectivement assez grave. Et ça pourrait provoquer des réactions? Des réactions de la Bulgarie, c'est très compliqué parce que c'est un pays extrêmement modeste. Et encore une fois, on ne voit pas aujourd'hui la Bulgarie, politiquement, diplomatiquement, militairement, aller réclamer le soutien de l'intégralité des membres de l'OTAN face à Moscou. En revanche, ça signifie que les autres membres de l'OTAN, et notamment les plus faibles et sans doute les plus directement menacés, c'est-à-dire ceux de l'Europe de l'Est, et qui par ailleurs produisent des armes en faveur de l'Ukraine, vont devoir prendre des mesures. Catherine, c'est un message aussi qui est adressé peut-être au soutien de l'Ukraine. Attention, on vous surveille, vous n'êtes pas à l'abri? Oui, effectivement, et les services russes ne sont pas devenus l'ombre d'eux-mêmes dans certains domaines, même s'ils se sont trompés sur le début de la guerre. Mais en tout cas, là, ils ne se sont pas trompés de cible, parce qu'effectivement, en pleine offensive, où on sait qu'il y a un problème de manque de munitions pour les Ukrainiens, frapper cette usine qui est vraiment le cœur du réacteur concernant la fabrication des obus pour ces armes d'origine soviétique dont les Ukrainiens ont encore de nombreux exemplaires, c'est vraiment bien vu, entre guillemets, de la part des services russes. L'autre chose, c'est que la situation de la Bulgarie est aussi difficile, dans le sens où il y a un grand courant encore pro-russe en Bulgarie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne vendaient pas les armes directement à l'Ukraine, pour éviter de ranimer justement des confrontations au sein même de la population bulgare. Donc en effet, ils ne vont sûrement pas faire appel à l'article 5 parce que la paix sociale en Bulgarie est aussi quand même à ce prix. Mais en tout cas, il y a peu de doute sur le fait que ce soit les services russes ou certains de leurs affidés, parce que c'est une cible majeure à l'heure actuelle pour les Russes. Xavier, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que des usines polonaises, des usines roumaines soient à leur tour menacées ou ciblées? Alors, juste un détail pour moi, sauf erreur, c'est un entrepôt. Et heureusement, ce n'est que l'entrepôt, pas l'usine. C'est-à-dire qu'ils vont quand même pouvoir continuer à produire. Évidemment, il y a quelques milliers, peut-être dizaines de milliers d'obus qui ont explosé. Et effectivement, on était sur la seule usine du bloc de l'Ouest, de l'OTAN, qui était capable de produire des munitions aux standards soviétiques. C'est la seule, il n'y en a plus aucune autre. Et donc, ils avaient du coup un vrai impact stratégique global. Et en plus, il y en a eu une autre, juste avant le début de la guerre, fin 2021, en République tchèque. Il y a une autre usine, un autre entrepôt, stock de munitions soviétiques a explosé, et les Tchèques ont très clairement pointé du doigt les Russes également. Donc finalement, il y a des Avant même l'invasion de l'Ukraine. Et l'empoisonnement de ce président de cette usine, ainsi que l'empoisonnement un petit peu plus tard du président de la production de cette usine, ont été empoisonnés avant le début de cette guerre. Donc les Russes ont préparé cette invasion depuis très longtemps. Et le nombre très important d'explosions de stocks de munitions en Ukraine entre 2014 et 2021, là on savait que c'était les Russes, mais dans les autres pays, finalement, ce n'était pas une nouveauté. Quelle est la morale de l'histoire, Pierre ? Bien que ça va certainement se répéter si on ne prend pas les mesures pour l'éviter. Et normalement, dans ce cas de figure, ce type de site et les autorités responsables doivent procéder à une cartographie des risques et en lisant ce qui s'est passé dans le passé. Et
on voit bien que le passé a été assez lourd d'un certain nombre d'événements, et donc théoriquement, il faut parvenir à sécuriser. Alors je ne sais pas, effectivement, est-ce que le dépôt était plus facile à atteindre que l'usine elle-même, qui était mieux protégée, parce que c'est un peu le cœur du réacteur. C'est possible. Toujours est-il qu'il y a quand même des défaillances, parce que tout ça doit être anticipé. Ça doit conduire l'ensemble des pays européens qui soutiennent l'Ukraine à bien intégrer que, d'une certaine façon, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous ne sommes pas engagés directement en Ukraine, mais nous sommes dans une situation psychologique, mentale de guerre. Et je dis parce que... il y a un peu de légèreté pour vous dans les attitudes. Je ne vais pas accabler les Bulgares, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez des équipes de commandos très aguerries, tout peut être toujours traversé et transpercé. Donc voilà, je ne sais pas. Mais simplement le point, c'est que très souvent, j'ai observé chez les Européens ces dernières années, notamment quand il y a eu les vagues d'attentats de djihadistes, donc du salafisme de combat, on a découvert que les services de renseignement européens étaient très... dénudés, n'étaient pas du tout à la pointe de la modernité sur la capacité de partager le renseignement, etc. Et surtout, ce qui m'avait frappé, je termine par là, c'est que notre esprit européen, à cette époque déjà, avait du mal c'est pour ça que souvent... À imaginer. J'avais une formule un peu brutale en disant... Là aussi, je disais, attention, nous sommes en guerre. On disait, mais attendez, M. Servan, on n'est pas bombardé. On est en guerre parce que la nébuleuse djihado-terroriste nous a déclaré la guerre. Donc, il faut toujours prendre au sérieux les adversaires. Et il faut à ce moment-là commuter mentalement pour prendre les mesures qu'il faut. Et pas attendre de s'en prendre plein la figure pour le faire. Et je ne jette pas la pierre. Je note simplement que les Russes, ces dernières semaines, ont visé en Ukraine d'autres dépôts de munitions ou d'armements venant de l'Ouest, donc ils ont bien compris quand même que c'était des choses qui allaient peser. Et donc pour tous les nouveaux matériels qui vont arriver, qui sont annoncés, voilà, il faut absolument sécuriser les filières. Je me demande si la Pologne n'avait pas à un moment été touchée, ou s'il n'y avait pas eu un incident en Pologne. Je n'ai pas pu revérifier ce point. Voilà. Donc on sait ce qui se passe, et donc tous les pays qui sont névralgiques pour le soutien à l'Ukraine, il faut blinder, et il ne faut surtout pas se dire c'est suffisant, on a toujours fait comme ça va aller, etc. Non, c'est une forme de guerre et donc il faut y faire face. Oui, Frédéric. Oui, je voudrais rebondir d'un mot sur ce qu'a dit très justement Catherine tout à l'heure. En Bulgarie, il y a un fort parti russophile, pas forcément pro-Poutine. La Bulgarie a été occupée pendant plusieurs siècles, pas du tout par l'Empire tsariste, mais par l'Empire ottoman. En revanche, la Pologne, les pays baltes, je crois que vous allez revenir sur la Pologne tout à l'heure, les 3 pays baltes, la République tchèque aujourd'hui, sont viscéralement anti-russes. C'est-à-dire qu'au sein de ces populations-là, pour des raisons non seulement géographiques, mais surtout historiques, absolument évidentes, et surtout pour la Pologne et les pays baltes, on a, alors écoutez, dans ces pays-là, aucun parti russophile en réalité. Ça veut dire qu'il est vraisemblablement, dans tous les cas de figure, plus compliqué, il serait plus compliqué pour les services actions russes de trouver d'éventuels complices. Je ne dis pas qu'il y en a eu ici, c'est pas impossible. Pour réaliser ça, je parle sous contrôle de spécialistes, en général, il faut au moins quelques complices. Ça serait beaucoup plus difficile dans ces pays-là. C'est ça. Dès lors qu'on dispose d'une certaine manière, d'une partie de la population relativement bienveillante, c'est toujours plus facile de s'appuyer sur elle. On voit ce qu'il en est, on parle souvent des coups d'éclat de l'Ukraine, y compris sur le territoire russe. Et on parlait récemment du meurtre d'un officier de haute importance russe qui dirigeait un sous-marin et qui commandait un sous-marin qui avait procédé à un bombardement. Typiquement, on pense que ça peut être des populations pro-Ukraine qui habitent en Russie. Et là, effectivement, sans doute, cet élément a de l'importance. Vous voulez rajouter quelque chose ? Juste un mot rapide sur ce capitaine de vaisseau commandant un sous-marin russe à partir duquel donc un tir a été fait. Les armées occidentales, notamment françaises, font très attention depuis plusieurs années aux signatures des militaires sur les réseaux sociaux. Et notamment tous ceux qui appartiennent aux forces spéciales, des unités un peu pointues, mais d'une façon générale, le fait d'ouvrir sa vie, de donner... Lui, je crois que son itinéraire de footing était... Il avait une application. Voilà, etc. Et donc là-dessus, c'est pour cela que vous avez une loi depuis plusieurs années en France qui nous interdit de donner le nom des membres des forces spéciales en dehors des commandants d'unité. On prépare le 14 juillet en ce moment pour TF1. Et donc, alors, il n'y a pas de forces spéciales qui défilent. Vous avez des tas de mesures et surtout une invitation, pour avoir servi comme
officier de réserve à l'état-major du commandement des opérations spéciales, on avait vraiment des injonctions très précises à ne pas laisser de signature sur les réseaux sociaux, même sur vos réseaux, même les réseaux professionnels qui permettent de remonter, etc. Il faut bien comprendre que en face, vous avez des professionnels, notamment la nébuleuse autour de Prigojine, autour de la holding Concorde. Vous avez là-dessus des gens qui savent faire, qui savent tracer, etc. Et après faire pression sur les familles ou monter éventuellement des choses plus graves. Bien.